Le Comptoir, le podcast des GBU. Clouddancer se distingue des blancs stériles et standardisés par son authenticité organique. Julissa, de quoi tu me parles là? Clouddancer, c'est quoi? Alors, Clouddancer, c'est une couleur qui a été choisie par Pantone. Et en fait, c'est une boîte qui est un peu une référence dans le design et qui désigne des couleurs qui vont être la trend de l'année. Et cette année, c'est justement ce blanc un peu cassé qui a été choisi et mis en avant sur des plateformes telles que Pinterest. Et donc, le blanc, c'est le truc le plus authentique. C'est ça, c'est fou parce que vraiment je me suis dit, ce qui m'a frappé en fait dans cette définition du Clouddancer, c'est le mot authenticité. Et en fait ça interpelle parce que pourquoi parler d'authenticité forcément avec le blanc quoi. J'ai trouvé ça un peu étrange. Donc voilà, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler d'authenticité. Donc, bienvenue au Comptoir, le podcast des GBU et des GBL, donc les groupes bibliques universitaires et lycéens. On a différents intervenants. Donc, on a Amandine, qui est notre invitée du jour pour le podcast. Bonjour à toutes et à tous. Et on aura aussi une chronique biblique d'Agathe, qui fait des études en philosophie comparée, une chronique culturelle d'Elisabeth, qui fait un master d'anthropologie, de Zach et de Elsa, qui sont frères et sœurs. Donc, Zach est élève en terminale et Elsa est étudiante en maths et en informatique, qui feront du coup la musique. Alors, vous vous demandez sans doute pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème de l'authenticité? En fait, c'est un thème qui nous entoure constamment, qu'on voit partout dans la rue et aussi sur les réseaux. Voilà, il y a une multitude de formes avec des marques ou des coffee shops qui vantent des produits toujours plus authentiques. Il y a aussi un rejet du superflu qui est devenu une mode, voire un mode de vie même, sous la forme qu'on pourrait appeler du minimalisme, voilà, qui marche pas mal sur les réseaux. Comme si cet état d'esprit du minimalisme, ça permettait un retour à la réalité. Et donc finalement, ces deux thèmes, authenticité et minimalisme, on a l'impression qu'ils sont devenus des synonymes de qualité, de vérité, mais déjà, est-ce que c'est toujours le cas? Et aussi, vous pouvez noter que le dictionnaire de l'Académie française définit l'authenticité de la manière suivante, dont la vérité ou l'autorité ne peut être contestée. Eh bien, c'est justement cette dimension incontestable qui nous a donné envie de titiller cette notion. Alors, sans plus tarder, on vous propose de plonger dans nos réflexions avec la chronique culturelle qui a été faite par Elisabeth. Discussion au comptoir. Bonjour à toutes et à tous, merci de m'accueillir pour ce nouvel épisode du comptoir, où aujourd'hui on va parler de minimalisme. On parle souvent du minimalisme comme d'un remède à notre société de consommation. Mais est-ce un vrai dépouillement ou une nouvelle mode pour paraître parfait? Sommes-nous vraiment plus authentiques quand on vide nos étagères? Si vous scrollez sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas pu rater la tendance Clean Girl. C'est cette esthétique ultra léchée, avec un appartement beige, une routine matinale millimétrée, un seul carnet sur le bureau, une peau sans défaut, mais surtout aucun objet qui dépasse. On croirait presque que ce n'est plus l'adage « un esprit sain dans un corps sain », mais plutôt un espace vide pour un esprit désencombré. Mais sommes-nous sûrs qu'il ne s'agisse pas que d'une mode de plus ? Le minimalisme se présente comme un moyen de réduire ses possessions pour privilégier l'être sur l'avoir. Mais ceux qui le pratiquent le conçoivent d'abord comme un retour à l'essentiel. Ce n'est pas une esthétique ou un style vestimentaire, mais un mode de vie, éthique et moral, une réponse directe à la surconsommation, ce système où l'objet ne sert plus à répondre à un besoin, mais à combler une angoisse. Pensez aux Labubu par exemple, qui ont quand même pas mal fait parler d'eux ces derniers temps. Ce qui est surprenant, c'est que face à la froideur des clean girls et de cette esthétique, les gens répondent avec l'esthétique du maximalisme. Même s'ils sont censés être deux modes de vie opposés, entre guillemets, ils se rassemblent autour d'une même quête de sens. Le minimalisme qui épure pour ne garder que l'essentiel et le maximalisme qui entoure son quotidien d'objets chargés d'histoire répondraient au même malaise. La dissolution de l'identité dans un monde uniforme. L'un cherche la clarté, l'autre cherche l'ancrage, mais les deux cherchent l'authenticité. Ils refusent que l'objet soit une simple marchandise pour revendiquer qu'il soit un fragment de vie, utile et ancré. En anthropologie, le terme d'authenticité est un peu touchy.
On imagine que l'authentique, c'est ce qui est pur, nu, vrai, mais ce n'est pas une vérité qu'on découvre sous un tas de vêtements ou qu'on crée en vidant ses placards. Il reste une mise en scène que l'on construit, un ordre qui nous rassure. Je pense qu'il faut faire attention à ce que cette quête de liberté matérielle ne nous réenchaîne pas à elle par l'exigence de perfection, en passant plus de temps à entretenir son vide qu'à vivre réellement. Le minimalisme peut devenir un poison s'il se transforme en un nouvel idéal de perfection sociale, juste en une tendance. L'important au fond, ce n'est pas que l'étagère soit vide ou pleine, mais de savoir si ce qui s'y trouve est important et les raisons qui nous poussent à garder ou à jeter ce que l'on a. Faisons un petit test par exemple. Regardez l'objet le plus encombrant ou le plus moche, entre guillemets, que vous avez chez vous. Celui que vous avez peut-être un peu de mal à montrer aux gens. Pourquoi est-il encore là ? Est-ce qu'il est lié à une personne, à un souvenir, à une histoire particulière ? Si c'est le cas, alors est-il toujours aussi encombrant ? Alors est-ce que vous cherchez à vous alléger pour être plus libre, ou est-ce que vous cherchez à tout effacer pour paraître impeccable ? Parce qu'au bout du compte, une vie authentique n'est peut-être pas une vie vide, mais une vie qui accepte d'être un peu encombrée par son propre passé. Alors moi, j'ai trouvé ça super intéressant, cette question autour de l'objet le plus encombrant. Je trouve que ça réoriente la définition qu'on a tous de l'authenticité, parce que c'est quelque chose qu'on n'ose pas montrer, en fait, finalement. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de montrer à tout le monde, mais c'est quelque chose qu'on garde malgré tout. Et ça me fait vraiment penser au micro-trottoir, justement, que vous pouvez aller voir sur Instagram, qui nous montre des gens qui vont parler d'objets qu'ils gardent parce que ça rappelle à des souvenirs, à la nostalgie, à l'enfance, des doudous, des choses qu'ils garderont toute leur vie parce que ça dit quelque chose d'eux-mêmes. Est-ce que vous avez des objets, Amandine et Paul, dans votre espace que vous gardez ? Elisabeth, elle parlait d'objets encombrants. Et c'est vrai que moi, j'ai des cailloux, plus ou moins gros. Ils sont pas forcément beaux, ils sont pas mis en valeur. Il y a une histoire derrière. C'est en fait, j'ai une amie qui voyage pas mal. Et ce qu'on fait, c'est que quand elle voyage et quand moi aussi je voyage, on ramène un caillou de l'endroit où on était. Et du coup, par exemple, j'ai un gros caillou. Je pense qu'il doit faire au moins 500 grammes. Enfin, voilà, un gros truc. Bah, il vient d'Australie. Du coup, j'ai un caillou d'Australie. Ou quand je faisais de la rando... j'ai pris un caillou du sommet d'une montagne et je lui ai filé. Et on se fait un business de cailloux. Voilà, mais parce que du coup, c'est vraiment un bout du lieu où on était, quoi. Ben moi, j'ai un peu la même chose que Paul, c'est-à-dire que moi, j'avais tendance à beaucoup accumuler, par exemple, des autocollants qu'en fait, je trouvais très beaux quand j'étais petite et je les ai jamais utilisés. Et en fait, maintenant, j'en ai plein et je sais pas quoi en faire et je regrette de pas les avoir utilisés. Des cartes, des petits tickets de visite dans les musées ou dans plein de lieux. Et en fait, j'aime bien les regarder de temps en temps et ça me rappelle les lieux où je suis allée, ce que j'ai fait. Et ça parle de moi, en fait. Même si c'est des objets, voilà, ça parle de ma vie, de moi. Mais moi, ce que j'ai aimé dans la chronique, c'était que je trouve qu'en fait, nos modes de vie et les objets et nos espaces personnels, en fait, ça parle de nous, mais c'est aussi une sorte de refuge et on se réfugie dans un extrême où soit on accumule beaucoup de choses ou dans l'autre extrême où il n'y a rien. Et en fait, c'est vraiment la société parce que on est trop extrême de manière générale souvent et on n'arrive pas à se recentrer sur qui on est vraiment et c'est un peu un refuge, quoi. On ne veut pas vraiment se concentrer sur qui on est, mais peut-être plus sur ce qu'on aime. Il y a un peu un paradoxe de authenticité ostentatoire. Et du coup, en fait, ça se contredit, quoi. C'est le serpent qui se mord la queue. Et donc, il y avait ça vraiment dans la chronique de on n'ose pas montrer qu'ils sont authentiques. Et en même temps, elle évoque les clean girls. Enfin, je pense qu'elle ne serait pas comme ça si elle ne le montrait pas. Et du coup, c'est vraiment la question de ok, authenticité, c'est défini comme c'est incontestable, mais est-ce qu'il y a vraiment l'authenticité, des types d'authenticité ? Mais avec tout ça, en fait, on t'a même pas demandé, Julissa, est-ce que toi aussi, tu as des objets que tu n'assumes pas trop, mais que tu aimes bien, qui ont de la valeur pour toi ? C'est un doudou cœur que ma mère m'a offert quand j'étais petite, où il y a écrit « Je t'aime ». Et ça, je sais que je ne m'en débarrasserai jamais. Il restera toujours avec moi. Je le trouve affreux, l'écriture est ringarde. Enfin, c'est vraiment le truc que tu vois chez ta grand-mère. Enfin, c'est horrible, mais je le garderai parce que il signifie une période importante pour moi où ma mère, en fait, faisait des sacrifices de dingue pour nous. Et c'était, à travers juste ce genre de petits cadeaux,
Ça nous montrait vraiment que elle nous aimait et qu'on comptait pour elle. Et voilà. Donc ça, je le garderai à vie, je pense. Ce qui est intéressant, c'est que là, pourquoi est-ce que l'objet, il te plaît? C'est parce qu'il est chargé d'histoire. Mais en fait, du coup, c'est cette tendance au minimalisme. T'as de moins en moins d'objets avec toi. Ouais, c'est ça. Et il te raconte de moins en moins de choses. Du coup, je pense peut-être qu'il y a un risque de se perdre. Moi, je suis pas minimaliste, hein, mais je trouve ça dur de concevoir comment vivre alors qu'en fait, tout est aseptisé, quoi. Plus rien ne te parle de rien. Tout devient très neutre et souvent c'est vanté pour être plus efficace, pour se concentrer. Moi, je trouve ça juste plus déprimant ou plus difficile en fait à vivre. Tout J'ai simplement. une petite anecdote à ce sujet. On en parlera après, mais je suis en alternance et donc je vis entre Paris et Nantes. Et quand je suis arrivée à Nantes, quand j'ai fait la visite des lieux, la chambre, elle était vide, elle était blanche. Et ma voix, elle résonnait parce qu'il n'y a pas du tout d'isolant sonore, voilà. Et en fait, je me suis dit, non mais comment je vais pouvoir vivre là-dedans? C'est horrible, je me sens pas du tout à l'aise. Et donc, dès le premier soir, j'ai collé des photos pour que ce soit plus personnel et un espace qui est blanc, qui est minimaliste, qui parle pas de nous. Au final, en fait, c'est... Ouais, on a du mal à s'y sentir à l'aise chez soi et c'est dépersonnalisé, quoi. Reportage au comptoir. Je vous propose de continuer à discuter avec Amandine en lui posant quelques questions pour qu'elle nous en dise plus sur son domaine de travail, d'études. Tout simplement, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter tes études, les études que tu fais actuellement, les études que tu as faites avant, et concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors là, je suis en formation, en alternance, dans le domaine de la régie plateau. Ça consiste en fait à coordonner les montages, démontages de décors sur un plateau. Enfin, c'est pas forcément au théâtre d'ailleurs, mais moi, je travaille dans le milieu du théâtre. On accueille des compagnies qui ont leur spectacle et on va gérer en fait leur accueil, les besoins techniques qu'ils ont. On va voir si c'est faisable au niveau de la salle qu'on a. Après, il faut recruter des gens en fonction des besoins. Il faut voir les installations. Des fois, il y a des choses qui sont assez techniques. Et après, nous, on est garant, en fait, en tant que régisseur plateau, de la sécurité des artistes sur le plateau. Avant cette formation, que j'ai commencé en septembre, j'ai fait 3 ans de design d'espace. Et en fait, mon objectif est un jour, peut-être, de pouvoir être scénographe. Donc, de pouvoir vraiment... penser les décors et peut-être les réaliser, mais ça c'est aussi un autre métier. En tout cas, penser les décors pour une pièce. Et pour l'instant, en fait, mon but c'est de comprendre la technique sur un plateau théâtre, comment ça se passe. Et c'est aussi une manière de réseauter parce que dans ce milieu, c'est beaucoup le réseau qui compte. Ouais, j'imagine. Est-ce que, quand tu as commencé ta formation de design d'espace, tu savais que tu voulais faire scénographe? Je voulais vraiment être scénographe. C'était vraiment très précis. Je pense que c'est en première ou terminale. Je voulais être scénographe. En fait, mon père, il m'emmenait à l'opéra et j'étais vraiment fascinée. C'était un peu je sais pas, c'est comme une rencontre amoureuse. C'est comme un coup de foudre. Du coup, j'ai vu les décors et j'avais des étoiles dans les yeux et je dis, ah, mais c'est impressionnant, moi je veux faire ça. Enfin, j'avais déjà une appétence pour l'art en particulier, mais là je me suis dit, waouh, ça sert un propos, c'est juste beau et c'est impressionnant. Et j'ai vu qu'une des voies possibles, c'était en faisant du design d'espace, qui recoupe un peu en fait l'architecture d'intérieur, la scénographie. À ton avis, comment on raconte une histoire sur un plateau? Là, en l'occurrence, dans mon alternance, donc je travaille vraiment dans un théâtre en tant qu'apprenti régie plateau et je vois beaucoup de spectacles. Mais je participe pas à la réflexion en amont parce que les compagnies, elles viennent déjà avec leurs pièces toutes faites. Mais c'est un travail en fait qui se fait avec le metteur en scène, le scénographe, les acteurs. Et il y a une intention en fait qui est donnée avec le jeu, le décor. Tout ça, et qui en fait servent le propos de la pièce. Tu penses que on va vers
des décors plus authentiques qui veulent justement raconter les histoires personnelles des personnages plus on avance, ou on va au contraire vers quelque chose de plus minimaliste? C'est vrai qu'il y a une tendance au minimalisme dans les décors. Je ne sais pas si vous allez beaucoup au théâtre, mais moi, je me rappelle d'une pièce en particulier que j'ai vue à l'opéra, c'était Madame Butterfly, mise en scène par Robert Wilson. Et en fait, lui, il est connu pour avoir une tendance très minimaliste. Donc, il y a juste un fond coloré. Et en fait, tout est sur la gestuelle. Bon, là, Madame Butterfly, c'est un peu particulier parce que c'est au Japon, donc il y a vraiment une gestuelle particulière. Et en fait, tout est tourné sur la lenteur, le jeu des comédiens, des chanteurs. Et il y a quelque chose qui m'avait marqué, c'était que à un moment donné, ils doivent manger et boire, et en fait, il n'y a pas vraiment de verre. Le chanteur mime le verre, donc avec sa main un peu en mode main de Lego, il boit, et c'est un peu particulier parce qu'on arrive à imaginer le verre, mais le verre n'est pas là. C'est un certain type de décor. Moi, j'avoue que je préfère quand il y a quand même quelque chose, mais c'est très épuré, et en fait, ça fait que on focalise vraiment sur le jeu, et c'était en fait le but du décor minimaliste. Il y a Peter Brook, qui est un des défenseur du minimalisme dans le théâtre, qui a écrit un livre qui s'appelle L'espace vide. Pour lui, le but du théâtre, c'est d'être confronté à nous-mêmes, en fait. Et je suis d'accord sur cette idée que, en fait, le spectateur, le but quand il va au théâtre, c'est que il ressorte et que il ait compris quelque chose, je sais pas, sur lui, sur le monde. Et lui, voilà, il prône un espace vide pour vraiment qu'en fait que le spectateur ressente de l'émotion. Voilà, l'interprétation puisse être personnelle et pas en fait impliquée par des éléments extérieurs, par des accessoires, des objets qui vont un peu impliquer quelque chose. Ouais. Moi, je travaille avec la matière, avec les décors, et j'aime ça. En fait, j'aime les décors qui racontent quelque chose avec la pièce et qui ont une certaine symbolique. Et en fait, qui ont un lien, qui sont pas juste il y a un immeuble, il y a une chambre, on va vraiment faire une chambre avec tous les objets qu'il y a. C'était un peu comme ça qu'on faisait au XVIIIe siècle. Avant, voilà, on représentait vraiment tout ce qu'il y avait. Mais en fait, moi, j'aime bien quand il y a une symbolique et en fait, on comprend les couleurs, l'espace, comment c'est fait. Par exemple, je pense à un autre opéra que j'avais vu, qui est Tosca de Puccini, si je dis pas de bêtises. Il y a une croix géante qui est accrochée au plafond, en fait, et qui, au fur et à mesure des actes, va baisser. Et on comprend que, en fait, la mort est proche pour les deux chanteurs. Et j'aime trop ces petits symboles qui, en fait, il y avait pas de croix vraiment dans l'opéra, dans l'histoire, mais ça montre quelque chose là, il y a quelque chose qui va arriver, ça veut dire quelque chose. Il est pas là, c'est pas juste un décor finalement en fait. Oui. Ça apporte vraiment quelque chose. Et tout ce que tu évoques là, ton goût pour travailler avec la matière, tu parles donc des opéras, des théâtres, donc il y a beaucoup de bruit, de l'effervescence des gens et tout, mais tu as quand même fait un travail, tout un dossier sur le silence. C'est un dossier d'enquête pour en fait un concours. C'était une section de décor dans une école de cinéma. Et on devait, une partie du concours, c'était de faire une enquête, comme un réalisateur ferait, d'enquêter sur un sujet. Et donc, il y avait plusieurs sujets imposés, dont le silence. Et directement, ça m'a inspirée, parce que justement, c'est tellement aux antipodes de la société, du bruit, de ce qu'on peut vivre quotidiennement. Et je me suis demandé d'abord, c'est quoi mon rapport au silence, en fait ? Comment est-ce que je le vis ? Où est-ce qu'il est présent dans ma vie ? Et après, j'ai voulu enquêter sur un mode de vie qui est particulier, qui est le mode de vie en fait des moines et des moniales, parce que c'est un mode de vie en silence. Et je suis allée dans 2 monastères. J'ai pu vivre une journée en silence, parce que c'était un carmel où je suis allée. Et en fait, dans un carmel, elles sont vraiment cloîtrées, les sœurs. C'est-à-dire que quand on va les visiter, on
on peut pas du tout visiter leurs espaces parce que c'est des espaces qui sont particuliers où en fait elles vivent le silence et dans les couloirs, voilà, on peut pas parler, en fait elles communiquent juste en sourire, en baissant le regard. Donc en fait moi j'ai été isolée entre guillemets isolée dans une chambre où je vivais comme des retraitants qui peuvent venir pour visiter et j'ai participé aux différents offices dans la journée. Pour elles, en fait, être en silence, c'est être en présence de Dieu. Et le silence, c'est une manière, en fait, de prier, de méditer. Et le silence, c'est pas pesant pour elles, c'est justement être en présence. C'est vraiment intéressant parce que si on fait le lien avec, je sais plus comment il s'appelle, le gars que tu as cité tout à l'heure. Peter Brook ? Oui, Peter Brook, justement, avec ce qu'il pense, enfin, sa théorie autour du décor et du fait que moins il y en avait, plus on pouvait faire attention au jeu d'acteur et le minimalisme à travers le silence parce que elle se concentrait sur quelque chose de plus important, de plus grand. En fait, le minimalisme, il n'y a pas que le côté négatif de on enlève ce qui compte vraiment, c'est on enlève le superflu, on fait vide pour se concentrer peut-être sur ce qu'il y a de plus important, se concentrer sur nous-mêmes ou sur autre chose, quelqu'un d'autre. Voilà, c'est un mode de vie où tellement aux antipodes de la société que les gens veulent expérimenter ce que c'est. Et en fait, au travers du silence, il peut y avoir une dimension spirituelle. On peut chercher Dieu, mais on peut aussi se chercher. Et en fait, ça dépend ce qu'on met derrière. Et je vous propose aussi de continuer un peu à questionner ce rapport à Dieu et au bruit, au silence, au vide, en écoutant la chronique de Agathe, qui va nous parler du livre de la Bible de l'Ecclésiaste. La Bible au comptoir. Avec le minimalisme, j'ai un peu l'impression qu'on parle de la philosophie de Balou dans le livre de la jungle. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux, il faut se satisfaire du nécessaire. Mais est-ce vrai qu'avoir peu suffit pour être heureux ? N'y a-t-il pas aussi une notion de qualité qu'il ne faudrait pas oublier ? Avoir peu, pourquoi pas, mais dans quel but ? Pour réduire son empreinte carbone ? Pour avoir un appart instagrammable ? Et si, du but suivi, dépendait notre bonheur ? Voyons ce que nous dit la Bible en nous plongeant dans un petit extrait du livre de l'Ecclésiaste, livre de l'Ancien Testament qui parle du sens ou de l'absence de sens de la vie. Autant vous prévenir, ce texte a été écrit dans un contexte différent du nôtre, donc certains passages pourront peut-être vous paraître un peu choquants. Mais si le contexte est différent du nôtre, le fond reste toujours vrai et valable aujourd'hui. Lisons Ecclésiaste 2, versets 1 à 11. Je me suis dit dans mon cœur, allons, essaie la joie et tu goûteras au bonheur. J'ai constaté que cela aussi, c'était de la fumée. J'ai traité le rire de folie et j'ai dit, à propos de la joie, à quoi sert-elle ? J'ai imaginé, dans mon cœur, de livrer mon corps au vin, tout en me conduisant avec sagesse, et de m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les humains de faire sous le ciel tout au long de leur vie. Je me suis lancé dans de grandes entreprises. Je me suis construit des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis fait des jardins et des vergers, et j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis fait des réservoirs pour arroser des pépinières. J'ai acheté des serviteurs et des servantes. J'en ai eu d'autres nés chez moi. J'ai aussi possédé des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que n'importe qui avant moi à Jérusalem. J'ai même amassé de l'argent et de l'or, les richesses des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses, et ce qui fait le plaisir des hommes, des concubines en quantité. Je suis devenu grand, plus grand que n'importe qui avant moi à Jérusalem, sans rien perdre de ma sagesse. Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'ils réclamaient. Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. En effet, mon cœur était réjoui par tout mon travail, et c'est toute la part que j'en ai retirée. Puis, j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire, et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. La notion de vanité
apparaît au premier et au dernier verset de notre passage par la fumée qui symbolise la futilité et l'insignifiance. On a dès le début la conclusion que tout est vain. L'auteur de l'Ecclésiaste parle du thème de la jouissance qui viendrait de la folie, de son travail ou de ses nombreuses possessions. Puisque la voie de la sagesse ne semble pas pouvoir changer la condition humaine dans ce qu'elle a de déplorable, et qu'on ne peut pas y échapper, testons l'opposé, logique. Le contraire de la sagesse est la folie, qui est une absence ou un refus de la réflexion du sage. Si la sagesse apporte le malheur, c'est peut-être que la raison obscurcit notre bonheur. Allons donc dans la déraison en nous abandonnant au plaisir, pour voir si ça règle notre problème. Le rire est ici un échappatoire, un moyen de fuir la sagesse et donc de fuir la condition humaine, d'en masquer la noirceur en n'y pensant plus. Spoiler alerte, tout comme essayer d'oublier qu'on a mal au bras alors qu'il est cassé ne marche pas, oublier notre situation malheureuse ne règle pas le problème. C'est drôle car c'est exactement ce que fait Balou dans la suite de la chanson du livre de la jungle. Bon, je vais pas vous la chanter cette fois. Ça fait « Chassez de votre esprit tous vos soucis, prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez, et vous serez un ours très bien léché. » Mais là encore, c'est pas en mettant la poussière sous le tapis que la poussière disparaîtra. Donc les plaisirs, dont une grande variété est explicitée par la suite dans ce passage, ne permettent pas d'échapper à la condition humaine et ne répondent pas aux aspirations humaines. L'auteur semble alors les avoir tous testés, pour être sûr qu'aucun fonctionne. On ne sait jamais, sur un malentendu. Vient alors le moment de bilan, où il nous dit tout ce qu'il a fait, eu et acheté. En gros, il a tenté de se créer un paradis sur Terre. Il se prend pour Dieu en voulant tout maîtriser. Si nous étions en Grèce antique, nous aurions parlé d'hubris, mélange d'orgueil, d'arrogance et de refus de sa propre finitude. Ce désir de moi tout seul nous pousse à vouloir changer ce qui nous a été donné et à vouloir toujours plus de choses. Mais alors que Dieu déclare que son œuvre est bonne, voire très bonne, à différentes reprises dans le livre de la Genèse, premier livre de la Bible qui décrit la création du monde, l'auteur de l'Ecclésiaste dresse un bilan négatif. Tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Son utopie tombe à plat. Dieu était heureux de ce qu'il avait créé, la terre, la mer, tous les animaux, etc., et très heureux après avoir créé l'homme et la femme. Mais à l'inverse, l'auteur de l'Ecclésiaste n'était pas heureux malgré tout le travail qu'il avait fourni. Cette conclusion est plutôt inattendue. C'est le constat de l'échec d'une personne qui semble avoir réussi socialement. Le sexe, l'argent, le pouvoir, tout y est, et elle a tout plus que tout le monde. Mais cette personne est blasée. Blasée de la jouissance elle-même. Ça me rappelle une phrase du livre de la Nouvelle Héloïse de Rousseau qui dit « Je suis trop heureuse, le bonheur m'ennuie ». Ça paraît paradoxal, mais peut-être que cette personne n'a pas trouvé le vrai bonheur. Ça n'est pas parce qu'on a tout ce qu'il faut, voire plus, qu'on est heureux. Les biens matériels ne suffisent pas à combler le cœur de l'homme. Combien de milliardaires ne sont pas heureux et veulent toujours plus ? Métro, boulot, conso, dodo, quel rythme infernal. Il n'y a plus de place pour la réflexion sur la vie, sa direction et son sens, qui plus est pour Dieu, qui n'est même pas compris dans l'équation. En effet, dans cette longue énumération de biens et de distractions, il n'est jamais question de Dieu. La fuite dans le travail ou dans les plaisirs est une façon de tourner le dos à la sagesse, mais la réalité finit toujours par rattraper l'homme. Au final, l'auteur comprend l'intérêt de la sagesse sur la folie, comme il est dit par la suite au verset 13. « J'ai constaté que la sagesse est plus avantageuse que la déraison, tout comme la lumière est plus avantageuse que les ténèbres. » Le problème ne vient donc pas des réalisations et des plaisirs, et encore ça dépend peut-être des plaisirs, mais de la place et du rôle qu'ils occupent dans notre vie. Bref, qu'on soit minimaliste ou maximaliste, notre bonheur ne se situe pas dans les choses matérielles qui nous entourent. Le minimalisme prône une consommation qui se limite au strict nécessaire, afin de sortir d'une logique de surconsommation pour se focaliser sur l'essentiel. Si le minimalisme est fait pour lui-même, il est et restera vain. Mais si c'est pour nous rappeler que le bonheur se trouve ailleurs que dans la recherche des possessions matérielles et nous aide à nous tourner vers Dieu, ça peut être une bonne idée.
trouvé ça trop intéressant, surtout la notion autour de le bonheur m'ennuie. Et ça m'a tout de suite fait penser au scrolling. Le fait qu'on est un peu... alors, c'est pas un truc matériel, mais c'est cette recherche et cette quête constante de dopamine. Et en fait, cette question aussi de FOMO, de ne pas posséder ce qui est trendy, ce qui va vouloir dire quelque chose de moi, ou ce qui, selon moi, va m'apporter plus de plaisir. Et cette quête constante du plaisir par le fait de posséder des choses ou de consommer des choses. Bah, pour moi, quand tu passes du temps à scroller pendant des heures et tout, c'est une fuite, j'ai l'impression. Ça me fait penser aussi à Baudelaire, qui reprend Pascal. Dans un poème, il dit que Pascal, il avait son gouffre. Et quand Pascal il parle du gouffre, c'est vraiment que l'homme, il est pas bien quand il est confronté à l'infini, quoi. Pour moi, c'est vraiment ce trou qui nous fait peur en nous, que vraiment on veut à chaque fois remplir par plein de choses, aussi bien par surconsommer, faire partie de la tendance au minimalisme. Si c'est vraiment la tendance comme on la voit sur les réseaux, en fait c'est juste une autre forme de... Genre je me focalise sur ça et pour mettre de côté ce qui me fait peur ou ce qui me préoccupe vraiment. Moi, ça me faisait... je repensais à ce dont j'avais parlé tout à l'heure, des sœurs, en fait, qui, elles, ont un mode de vie où... bon, là, c'est particulier parce qu'elles vivent avec le même habit tout le temps jusqu'à qu'il soit usé. Elles n'ont pas forcément de moyens financiers extraordinaires. Elles vivent dans des petites chambres. Elles vivent pas dans le plus grand luxe parce que elles ont compris que en fait l'important c'était pas d'avoir plein de petits bonheurs qui au final sont futiles. Ce que je trouve intéressant, c'est aussi, comme elle disait, est-ce que le bonheur se trouve finalement dans le fait de se faire tout le temps plaisir ou de nourrir constamment ce besoin de se faire plaisir, en fait. C'est comme par rapport à l'authenticité, en fait. Ce truc où on se recentre sur les choses vraiment importantes, sur les choses qui comptent réellement. Ça peut être des gens, ça peut être des souvenirs, ça peut être des valeurs qu'on veut garder jusqu'au bout. Et que finalement, c'était là que se trouvait peut-être cette petite part de bonheur. L'Ecclésiaste dit à la fin que « mais tout n'est que fumée ». En fait, on se raccroche beaucoup à ce qu'on possède. C'est comme si on pressentait que ces choses allaient disparaître. En fait, on n'est jamais réellement satisfait de ce qu'on a. Et du coup, on va sans cesse chercher plus. Donc, on n'arrive pas réellement à se raccrocher à ce qu'on possède parce qu'on va tout le temps chercher plus d'objets, plus de choses qui nous représentent. Mais du coup, quelle serait la réponse ? C'est ça la question qu'on devrait tous se poser. Quelle serait la chose à laquelle on se raccrocherait finalement et qui ne nous donnerait pas envie d'aller voir ailleurs, d'aller chercher plus ? C'est que là, ça me fait penser à encore lui, mais Pascal, quoi. C'est lui que je crois qui dit qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. C'est lui, et même si c'est pas lui qui dit ça, en tout cas, petite pensée pour lui au passage. Je pense que ça fait sens, ou en tout cas, le témoignage, le texte de l'Ecclésiaste, et également aussi les échanges que tu as pu avoir, Amandine, avec les moniales, les sœurs, nous montrent bien que le monde extérieur n'apporte pas la solution, et du coup, leur solution à eux, c'est se tourner vers Dieu, quoi. Ouais. Et je pense qu'en vrai, c'est hyper important qu'on apprenne à faire le vide au moins une fois dans notre vie. Et en vrai, je me suis aussi posé la question de est-ce que ce serait pas justement un luxe de se dire « Ok, aujourd'hui je fais le vide », alors qu'une personne qui manque justement de ressources ne va pas se dire, fait déjà peut-être le vide, elle, de manière générale dans sa vie, ou se dit « Ah bah non, elle est beaucoup trop attachée à ces objets, à ces choses, parce que c'est une sécurité pour elle, et ce serait... plus une contrainte et un sacrifice pour elle de renoncer à ces choses-là pour faire le vide et se recentrer sur soi. » Ouais, je suis d'accord, c'est exactement ce que je me disais. C'est un privilège en fait de pouvoir dire non, de dire je refuse tel ou tel truc, parce que du coup ça implique de devoir trouver des alternatives. Il y a aussi toute une dimension de ok, moi je peux dire non, moi j'ai pas besoin de ça, je fais différemment, ça permet de se démarquer. Donc il y a vraiment pour moi vraiment la notion de privilège. Et si je prends l'exemple du corps humain, je pense que physiologiquement on n'est pas minimaliste dans le sens où en fait ton corps il stocke du gras, quoi, pour survivre, quoi. Donc en fait peut-être que dans une certaine dimension on n'est pas fait pour
le minimalisme. Et là, je vous invite à faire justement une pause musicale en écoutant la musique composée par Zach et sa sœur Elsa. You can scarcely hear a thing above the beeping of the cars, and the driver has an argument with an Audi that won't stop. Rails across a tuft of grass that runs right down the road. Somehow in the chaos there a little daisy grows. The red light turns to green. A crossroads traffic scene. It's a mess, but at its best, the world is seen through little things. It don't make sense how it mends in the quiet ways it brings. The 3A line, wasting time, but every small unfinished thing is a mess, but it's beautiful. Smell of disinfectant and the clicking of the keys. A newly hired receptionist is staring at a screen. And everyone tries to ignore the babies screaming in the corner. A mother's looking worried about a newborn, firstborn daughter. Her nights have been so long, but she retains her song. It's a mess, but at its best, the world is seen through little things. It don't make sense how even when it's a busy hospital wing with paper hearts and brutal starts. There might be no wedding ring. It's a mess, but it's beautiful. 'Cause we see when we fix our eyes on points that light up in the sky. We're small, and we can't always reason why. There's some things we can't simplify. It's broken, but it's beautiful. It's a mess, but at its best, the world is seen through these little things that don't make sense, but it's immense what the ordinary brings. Flickering lights and sleepless nights, and there is hope in everything. It's a mess, but at its best, it's enough. It's enough to make you sing. Donc la chanson que vous venez d'écouter, qui est en anglais, vante finalement la beauté qu'il y a dans une ville qui est en chaos, mais enfin, il y a quand même des formes d'harmonie qui s'en dégagent. Il y a un exemple, une phrase, c'est en gros que au milieu de la circulation, tout ça, du tumulte, en fait, il y a une pâquerette qui pousse. Ce à quoi cette musique m'a fait penser, c'est qu'en fait, le minimalisme à outrance, enfin, je parle de minimalisme dans les objets, dans la manière dont on a tous en tête, à outrance, comme ça lisse tout, je pense qu'on peut perdre des moments de joie qui, eux, pourraient provenir de moments où, dans un chaos, il y a une petite touche, comme cette fleur qui émerge. Et donc, c'est pour ça que
ça résume assez bien, je pense, la vie, de terminer sur cette musique qui parle du contexte auquel on est confronté tout le temps, mais en même temps qui valorise le fait de ne pas tout aseptiser, mais vraiment de simplement changer notre regard sur ce qui se passe autour de nous, et que vraiment c'est ça peut-être qui peut nous apporter la joie plus que vouloir tout mettre de côté, quoi. C'était trop beau. Merci à Elsa et Zach. C'était vraiment magnifique. Je pense que pour conclure cet épisode, on peut parler chacun de ce qui nous a, de ce qu'on a découvert à travers l'épisode et ce qu'on retient, ce qui nous a vraiment marqué. Alors moi, déjà, j'ai découvert Peter Brook, que je ne connaissais pas. Voilà, donc j'irai voir un peu ce qu'il a écrit. Je ne savais pas qu'on avait à ce point théorisé tout ce qui est le décor de la scène. C'est assez intéressant. Et aussi, je pense que le minimalisme, dans ce qui nous stimule, c'est un luxe qu'on pourrait se prendre, qu'on pourrait prendre, de se dire, ok, là, je fais gaffe justement, je fais sans, je trouve d'autres alternatives. Et peut-être c'est plus dur au départ, mais ça nous permet d'être confrontés aux vraies choses qui nous travaillent. Et peut-être du coup, au final, être plus authentique dans nos relations aux gens et dans ce à quoi on pense et comment on vit, quoi. Moi, je dirais juste it's a mess and it's beautiful. Moi, je dirais que, de manière générale, ça m'a vraiment fait penser à l'idée que l'authenticité, en fait, on avait beaucoup d'a priori sur ce mot, que dans notre tête, ça devait forcément être quelque chose de beau, de vrai, de joyeux, de bon. Et le vrai nous, il n'est pas forcément beau, il n'est pas forcément bon, il n'est même pas forcément vrai, toujours. Et qu'en fait, peut-être que pour trouver cette authenticité, on va la trouver en nous mettant face à nous-mêmes, en fait, et en admettant notre vulnérabilité. Et qu'en fait, cette authenticité se trouve peut-être entre les mains de celui qui nous connaît par cœur. Genre, Dieu. Un grand merci à Amandine, Elisabeth, Agathe, Elsa et Zach pour vos chroniques et musique. Vous êtes des cracks, c'était super. Merci à Charles-Emmanuel aussi pour l'enregistrement, et au Studio des Cèdres pour la post-production. Franchement, si cet épisode vous a intéressé, il y en a plein d'autres. Là, on est au 33e, donc vraiment, vous en avez encore 32 qui sont hyper intéressants. Et si le comptoir vous intéresse de manière générale, vous pouvez nous suivre sur Instagram. N'hésitez pas à aller regarder le micro-trottoir autour du thème de l'authenticité, qui est hyper intéressant. Si les GBU vous intéressent ou que vous êtes à la recherche d'un groupe biblique autour de vous, n'hésitez pas à aller du coup sur le site internet gbu.fr. Donc voilà, on vous remercie d'avoir écouté l'épisode et merci Paul et Amandine encore une fois, et à bientôt. Le comptoir, le podcast des GBU.